Le débat matinal, c'est avec deux invités, ah oui, deux grandes figures pour parler donc de ces deux sujets ce matin. Yves-Patrick Loco, bonjour. Bonjour Alain, bonjour aux téléspectateurs de la SRTB de Bénin TV. Vous êtes journaliste, vous officiez, vous êtes un collègue, donc vous officiez donc à la SRTB. Merci d'avoir répondu à notre appel. Vigile Ressou, bonjour. Bonjour Alain. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité et défense. Merci d'avoir accepté de faire le débat avec nous. Tout le plaisir. Allez, mesdames, messieurs, on va planter le décor avec cet appel du président Patrice Talon qui voudrait qu'on parle réellement, mais alors, et véritablement, d'intégration au niveau de la CEDEAO. Et on revient faire le débat. C'est un rendez-vous inédit pour les décideurs régionaux, les investisseurs internationaux et les figures marquantes du secteur privé réunis ici, à Abuja, au Nigeria. S'unir et converger les opportunités en vue de libérer l'immense potentiel économique dont regorge l'Afrique de l'Ouest. C'est le but visé par le président Ahmed Bola Tinubu au détour de cette rencontre, la première du genre. Le président Patrice Talon prend part aux travaux. Inspiré par son leadership et sa vision, au sommet de son pays depuis 2016, avec des résultats probants et reconnus au plan continental et international, le chef de l'État apporte sa touche à cette quête de coopération régionale plus forte. Ce sommet arrive à point nommé parce que notre région traverse une crise de confiance et de partenariat affirmé. Nous avons une institution régionale, la CEDEAO, qui est un bel instrument de coopération et d'intégration, mais qui malheureusement, ces temps-ci, est en crise. Mais ceci ne devra pas nous paralyser et nous empêcher d'aller à l'essentiel, qui est un véritable besoin d'intégration de nos communautés, tout au moins au plan économique. Notre idéal d'avoir une intégration régionale qui concerne l'économie, la sécurité, la politique, la démocratie, les libertés est en mal. Mais le besoin d'une intégration économique est indispensable et je remercie le président Tinubu d'avoir initié ce sommet. Le sommet se déroule au Centre international de conférence Bola Tinubu. Il y a eu des signatures d'accords entre les parties nigérianes et béninoises. Le marché ouest-africain est le plus apte, le marché qui donne le plus de potentiel à une intégration permettant une économie prospère. Nous sommes des économies qui se complètent comme nulle part ailleurs. Et pourtant, nous sommes dans le monde l'économie la moins intégrée régionale. Je vais vous donner un exemple. Nous avons mis en place, avec une certaine satisfaction dans le passé, le WAPCO, cette organisation qui fait que le gaz passe du Nigeria jusqu'au Ghana en traversant le Bénin et le Togo pour alimenter les besoins en énergie et en production électrique. Et au moment où ça a été fait, le débit était compatible avec les besoins. Aujourd'hui, cet instrument, cette organisation, cet outil ne répond plus aux besoins. Il est trop faible pour alimenter nos divers pays en gaz. Le Bénin essaye depuis quelque temps d'avoir du gaz, soit par le Ghana, soit par le Nigeria, au-delà de ce qui est offert à travers WAPCO. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, nos diverses administrations n'ont pas été capables d'accompagner cet organisme pour aller au-delà de ce qui a été fait et qui est embryonnaire dans le passé et qui ne suffit plus aujourd'hui à satisfaire les besoins. Le Bénin est en train d'installer une plateforme FSRU pour importer du gaz liquéfié du Qatar, pour le regazéifier sur cette plateforme et servir son industrie. C'est une aberration. Nous avons cette même aberration au niveau du marché de l'électricité. Nous avons mis en place une structure régionale pour le marché de l'électricité. Mais il ne fonctionne pas et je doute qu'il soit capable de fonctionner dans les années à venir. Mais un autre exemple plus banal qui concerne nos concitoyens ordinaires
qui veulent aller de Lagos à Abidjan et qui doivent traverser le Bénin, le Togo, le Ghana avant d'y aller. Les routes existent, mais à cause des tracasseries qu'on observe sur nos frontières, sur nos voies, il faut plus d'une journée pour aller de Lagos à Abidjan. Si nous voulons intégrer nos économies, faciliter les échanges, et qu'un homme d'affaires qui doit aller à Abidjan en quelques minutes, par la route, doit mettre un jour, 2 jours, et parfois même dormir à une frontière, parce qu'on lui réclame un document qui n'a pas de sens, parce qu'on veut qu'il paye, qu'il ne veut pas payer. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, nous ne parviendrons jamais à impulser une véritable intégration de nos économies. Également prévu à l'agenda de cette rencontre de haut niveau, des séances de mise en relation entre investisseurs, des tables rondes sur les infrastructures et l'innovation, ainsi que des présentations pays par pays sur les opportunités d'investissement spécifiques. Mes chers amis, il est temps que l'Afrique fasse les efforts nécessaires. Il est temps que nos administrations, nos politiques fassent les efforts nécessaires pour réellement intégrer nos économies, parce que si nous ne parvenons pas à le faire, nous resterons dans une communauté de pauvreté. Je veux dire à nos compatriotes que si nous ne partageons pas le même idéal démocratique, que si nous ne partageons pas le même idéal de liberté, que si nous ne partageons pas le même idéal politique, c'est moins grave que de ne pas partager le même idéal économique. L'économie, c'est la survie. Et la pauvreté est la mère de toutes les catastrophes. Si nous ne parvenons pas à sortir nos pays de la pauvreté, la démocratie sera compromise. Les libertés seront compromises, la politique sera compromise. Je ne banalise pas l'idéal de démocratie qui est important. Je ne banalise pas l'idéal de liberté qui est important parce que ça concourt de la dignité humaine. Mais je veux dire que ces idéaux qui sont majeurs et supérieurs peuvent être mis en cause par la pauvreté si nous ne faisons pas les actions qu'il faut pour nous développer collectivement. Le mandat du président Ahmed Bola Tinubu en tant que président de la conférence des chefs d'État prend fin ce dimanche 22 juin. Mais il pose déjà les jalons d'une union et d'une continuité dans l'esprit d'une Afrique forte malgré les dissensions internes qui la caractérisent. Et pour preuve, même les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont été invités à ce sommet. Retour plateau, Vigile Rousseau, il y a quelques années en arrière, feu président Mathieu Kérékou disait que la CEDEAO est grippée. Aujourd'hui, plus de 25 ans après, Patrice Talon trouve que l'intégration, elle n'existe pratiquement pas. Est-ce que finalement, la CEDEAO, côté intégration, elle est en souffrance? C'est paradoxal. La CEDEAO en Afrique est le rassemblement économique le plus réussi, le mieux organisé, qui devrait normalement avoir des résultats au profit des populations pour être la CEDEAO des peuples. Malheureusement, nous vivons aujourd'hui plus que les années antérieures où le général Kérékou disait qu'elle est grippée. Nous vivons encore une CEDEAO beaucoup plus malade encore aujourd'hui. Tout simplement parce que les responsables politiques, les leaders des différentes nations n'ont réellement pas pu adapter l'aspect développement aux besoins des populations. Les populations ont déjà réussi leur intégration, qui est d'un point de vue socio-historique, en raison des ressemblances socio-culturelles, des proximités historiques, il y a très longtemps. Même les transactions économiques, tout se fait normalement. Il est question aujourd'hui de réussir à adapter d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue politique, à utiliser déjà cet existant, ce fonds-là, pour développer et donner réellement l'opportunité aux populations de non seulement se développer, mais d'avoir une vie meilleure.
ce qui pose réellement problème aujourd'hui et donc érode la question sécurité. Et vous constaterez qu'au niveau des frontières, c'est au niveau des frontières que les assauts, les menaces viennent, que ce soit au niveau du Burkina, que ce soit au niveau du Mali, que ce soit au niveau du Niger, et même au niveau des pays côtiers comme le nôtre, c'est à partir des frontières. S'il y avait eu réellement un développement, s'il y avait une CEDEAO de développement qui a permis de développer une économie réellement solide, on aurait déjà pensé au développement de ces zones et donc les populations ne se sentiraient pas exclues. Il n'y aurait pas un sentiment d'exclusion qui amènerait, qui créerait le terreau pour permettre aux entrepreneurs de la violence de pouvoir en profiter pour installer ce que nous vivons aujourd'hui comme menace. Alors, Yves-Patrick Loko, le président Patrice Talon est dans une nouvelle démarche au niveau de la CEDEAO. La démocratie, oui, d'accord, il a dit qu'il ne banalise pas, mais qu'on devrait beaucoup plus s'accentuer sur l'intégration économique et exploiter vraiment le vaste marché ouest-africain. Est-ce que vous comprenez cette démarche? Et le président Patrice Talon a su bien faire de faire le diagnostic de ce qui ne va pas dans cette communauté-là. C'est vrai, on a la démocratie, mais sans un réel développement économique, la démocratie ne serait peut-être qu'un vain mot, parce qu'on a beau parler de démocratie, mais si sur le plan économique, sur le plan des relations entre les pays frères, entre les pays, parce qu'on n'a pas choisi d'être limitrophes ou on n'a pas choisi d'être de la même communauté. C'est l'histoire, c'est la géographie et tout ce qu'on connaît qui nous ont permis d'être dans cet ensemble-là. Si dans cet ensemble, on ne peut pas s'intégrer réellement de façon économique, on aura beau tout faire, ça ne va pas marcher. Le président Patrice Talon, en prenant la parole à ce sommet, à ce premier forum ouest-africain à Abuja, a fait l'étalage de tous ces mots qui minent la CEDEAO, et il a su bien dire, vous allez traverser les frontières par exemple, on va vous exiger plein de documents, on va vous exiger de l'argent, parce que beaucoup d'argent circule au niveau des frontières. Vous n'avez pas votre carte de vaccination, ce qu'il faut avoir normalement, vous êtes obligé de débourser. Vous n'avez pas votre carte d'identité, vous êtes obligé de débourser. Il arrive même qu'on ait toutes les pièces à jour, mais on va te parler, c'est souvent sur les frontières anglophones où on va te dire non, paper we go chop. Est-ce que c'est le papier qu'on va manger? Donc, si on peut mettre dans la tête de tous ces acteurs, de toutes ces parties prenantes à la question de l'intégration, si on peut le mettre dans la tête que nous sommes les mêmes, que au-delà de tout ce qu'on peut exiger aux gens aux frontières, le réel enjeu, c'est le développement économique. Je crois que ça va pouvoir aller, les choses vont pouvoir décoller. Et Patrice Talon a lancé un appel vraiment vibrant à ce sommet d'Abuja. Je prie qu'il soit écouté pour que réellement la CEDEAO décolle. La CEDEAO qui était grippée selon feu le président Mathieu Kérékou, que cette CEDEAO-là prenne des médicaments et qu'elle guérisse. Et qu'elle guérisse. Alors, Vigile Ressou, est-ce que vous pensez que l'appel de Patrice Talon sera entendu par ses pairs? Si ses pairs comprennent réellement le fond de ce qu'il veut dire. En réalité, selon ma lecture, il veut simplement dire nous allons, les pays africains, la CEDEAO va disparaître d'ici là si nous ne prenons, si ces pays-là, si la CEDEAO ne prend pas les mesures adaptées au monde que nous vivons aujourd'hui. Parce que c'est un monde qui est en plein changement. Il a donné l'exemple des États-Unis, du président Trump, et il dit il vient de nous donner une excellente leçon. Et il vient de nous donner une leçon de stratégie parce que désormais, chacun défend ses intérêts. Et c'est un monde en pleine reconstitution parce que les données changent. Les intérêts géostratégiques et les intérêts économiques changent. Et donc, chaque pays et chaque bloc défend ses intérêts et n'hésite pas à aller de façon frontale
pour défendre ses intérêts, et ces intérêts-là, quelle que soit la région du monde. Ce qui justifie ce qui se passe un peu aujourd'hui au Proche et au Moyen-Orient. Les Chinois n'hésitent pas à défendre leurs intérêts. Il dit, si vous ne savez pas faire, les autres s'en foutent de vous, ils ne vous calculent pas. Et si vous aussi, vous ne prenez pas vos dispositions, si la CEDEAO ne prend pas ses dispositions, si les autres pays ne prennent pas les dispositions, ils vont simplement disparaître et la CEDEAO avec. Et pour pouvoir prendre ces dispositions, il faut changer de paradigme. Et changer de paradigme, c'est revoir ce qui est important. Ce qui est important pour les populations, pour les peuples, c'est un développement économique. Et les pays-là ne peuvent que se mettre ensemble pour pouvoir défendre ses intérêts parce que ce sont des pays faibles. Et c'est ensemble qu'ils vont constituer quand même un petit élément de puissance pour pouvoir faire face aux autres. Individuellement, ils ne peuvent pas. C'est au sein de la CEDEAO, dans un bloc économique quand même assez solide, qu'ils vont pouvoir faire face pour dire, si vous n'allez pas dans tel sens, nous aussi non. Les intérêts étant là, les autres seront obligés de négocier, encore que nous sommes dans un monde où la négociation commence par s'effriter, par laisser place à la force. Préparez-vous d'abord avant que la force ne vienne, parce que les puissances ne pardonnent pas. Une puissance, c'est d'abord la force, c'est s'imposer, c'est avoir la capacité économique qu'il faut, militaire qu'il faut. Et les États aujourd'hui, vous voyez, même l'Union européenne est en faiblesse par rapport aux États-Unis aujourd'hui. Il y a beaucoup de difficultés, même sur le plan sécuritaire. Et tant qu'on n'aura pas réussi cela, sur le plan du développement économique, le problème de la sécurité se posera surtout. Mais Virgile Wessou, je voudrais savoir, c'est vrai que l'on évoque souvent, la question de souveraineté pour se dire, on fait une sorte de protectionnisme. Sur le plan économique, sur le plan du marché, la CEDEAO s'est dotée de nombreuses structures. La ZLECA fait là, il y a plein de structures. Pourquoi est-ce que l'homme d'affaires, le commerçant béninois a du mal à faire transiter ces marchandises du Bénin pour le Nigeria et vice-versa? Pourquoi est-ce qu'il y a des difficultés encore à nos frontières quand on sait que nous devons être le même peuple? C'est le mal de nos administrations. Et il l'a dit, si la CEDEAO est encore là aujourd'hui, c'est la faute aux administrations de chaque pays, c'est la faute aux politiques de chaque pays, et il faudrait changer de paradigme. Il faudrait changer de mentalité. Sans changement de mentalité, pour utiliser ces instruments juridiques, politiques, déjà existants au niveau de la CEDEAO, il y en a tellement, tant qu'on ne va pas les utiliser réellement, les implémenter, les mettre en œuvre, les mettre en pratique selon les besoins réels des populations et des entreprises privées, parce que ce sont les entreprises privées qui font le développement économique. Et ce sont justement ces entreprises et ces populations-là qui ont du mal à bouger entre les pays avec la libre circulation et pouvoir donc faire des transactions commerciales et économiques qui vont pouvoir faire développer ces États-là. Donc c'est sur cela, sur cet aspect-là qu'il met l'accent. Donc le problème, le mal est humain. Nous avons les compétences qu'il faut, les pays africains ont les compétences qu'il faut, mais est-ce que ces compétences-là mettent réellement leur savoir-faire, se mettent réellement à la disponibilité de ces pays? On dira que la décision est d'abord politique. Et c'est là où le problème se pose. Est-ce que nous avons les leaders de qualité à la tête de nos États? Si nous avons les leaders de qualité à la tête de nos États, des décisions auraient été prises dans le sens d'installer des groupes thématiques du point de vue stratégique qui vont pouvoir peut-être faire des prospectives, réfléchir à long terme pour aider les politiques, les administrations à installer les instruments ou à anticiper sur l'évolution du monde afin déjà de prévoir les outils nécessaires pour répondre chaque fois qu'il y aura des évolutions. Alors, sur ce sujet, pour aborder un dernier aspect, Patrice Talon,
disons, a joint l'acte à la parole. Des accords ont été signés avec le Nigeria, puisqu'il voudrait que le Nigeria et le Bénin portent, disons, le lead de cette intégration qu'il appelle de tous ses voeux. D'abord, il faut dire que c'est un sentiment de fierté qui doit animer chaque Béninois de voir quand même Patrice Talon se présenter un peu comme chef d'orchestre au cours de cette rencontre. Il ne nous a pas habitués à des sorties de cette façon-là. Et il a été un peu absent sur le plan des regroupements sous-régionaux ou régionaux. Donc, c'était bien de le voir à Abuja au cours de cette réunion-là. Et il n'est pas le premier à avoir cette ambition-là d'aller ensemble à la conquête du monde avec le Nigeria. On a parlé du Bénin comme 37e État du Nigeria ici, ça a scandalisé les gens. L'actuel directeur général de la Loterie nationale du Bénin, Gaston Zossou, quand il avait l'ambition d'être maire de la ville de Porto-Novo avec son mouvement Enfani en 2002 pour la toute première expérience de la démocratie et de la décentralisation JRI. Il avait placé le Nigeria au cœur de son programme pour développer la ville de Porto-Novo. Et c'est dire que le Nigeria est très important pour notre pays. Nous partageons toute la longueur de notre territoire. On partage ça avec le Nigeria. Les peuples sont de part et d'autre frères. On parle les mêmes langues de part et d'autre des frontières. C'est dire que le Nigeria est très important pour le Bénin en termes de développement. On a longtemps ignoré cette réalité-là, mais qui nous rattrape aujourd'hui. Et c'est bien que la délégation béninoise conduite par le président Patrice Talon au cours de cette rencontre a signé de nombreux accords avec le Nigeria. On a vu dans le reportage, on a vu la ministre du Commerce, par exemple, poser son paraphe sur des documents. C'est-à-dire que sans le Nigeria, normalement, le Bénin ne peut rien. Et c'est regrettable les bisbilles qu'il y a eu entre les deux pays avec la fermeture par le passé des frontières. Ça s'est réglé entre-temps. Le Nigeria a imposé certaines règles au Bénin, notamment en ce qui concerne l'importation de certains produits. Il a mis une liste restrictive. C'est-à-dire que le Nigeria et le Bénin devraient normalement aller main dans la main à la conquête de l'international. Et c'est bien dommage qu'on ait attendu tout ce temps-là pour pouvoir... On espère que ça va prendre parce que on a vu par le passé plusieurs présidents nigérians, plusieurs présidents béninois nourrir ce rêve-là. On espère que cette fois-ci, avec la suspension des aides internationales, les Africains vont comprendre. Allez, on va embrayer donc sur le second sujet. Le second sujet qui fait donc l'objet de débat ce matin, c'est la guerre Israël-Iran. Craignant pour sa sécurité, Israël a attaqué l'Iran. Oui, Israël disait, je me prémunis contre une attaque atomique. Et puis l'Iran qui a commencé par répliquer. Alors, Vigile Ouessou, on pensait que les choses allaient se calmer quand les Américains sont allés bombarder hier ou avant-hier encore des sites supposés nucléaires au niveau de l'Iran. Est-ce que nous nous dirigeons dans une escalade qui va embraser le Moyen-Orient? Le Moyen-Orient, le Proche et le Moyen-Orient, et c'est tout un ensemble, ont toujours été une poudrière. Depuis très longtemps et depuis le début des années 50. Cette partie du monde a été toujours une poudrière. Et oui, ça va beaucoup bouger, il y aura beaucoup de mouvements, mais ça va se calmer. Ça va se calmer d'ici là. Ouais, ça va se calmer. Et oui, pour des raisons sécuritaires au niveau de l'Iran et aussi par principe de proximité avec Israël et par souci de préserver et également des intérêts dans la région, les États-Unis ont agi
Parce qu'il ne faut pas oublier que cette région, la mer d'Osmose et la mer Rouge, sont d'un point de vue stratégique, d'un point de vue commercial, dans les relations commerciales entre l'Asie et la péninsule arabique et l'Occident. C'est une zone très importante. Par conséquent, l'action des États-Unis, c'est un peu comme une manière de dire arrêtez-moi ça. Et pour que nous n'ayons pas des problèmes après. Donc, c'est-à-dire que d'ici là, il y aura une accalmie, comme cela a toujours été le cas, parce que c'est une région à multiples facettes, que ce soit du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue religieux, du point de vue socio-culturel, parce qu'il y a tellement de populations avec des cultures différentes, des religions différentes. Il y a une diversité confessionnelle, sociologique, culturelle qui existe dans cette région, et en même temps les intérêts. C'est une région riche en hydrocarbures, essentielle et pour les États-Unis et leurs alliés, pour la Chine, qui en a véritablement besoin, et pour d'autres. Donc, personne n'a intérêt à ce que cette région-là s'embrase pour qu'il y ait des difficultés d'approvisionnement dans ces matières-là. Yves-Patrick Loco, est-ce que vous nourrissez le même espoir d'accalmie dans quelques semaines, comme Vigile Rousseau? Puisqu'on a connu des crises par le passé, la guerre Iran-Irak, on a connu la guerre au Liban, on a connu l'épisode du boucher de la capitale syrienne, comment on l'appelle, Bachar el-Assad. On a connu son épisode. Donc, c'est dire que véritablement, je crois que ça va s'estomper. Mais malheureusement, on aura eu des pertes énormes, des villes bombardées, que ce soit du côté d'Israël ou de l'Iran. Mais ce qui constitue d'ailleurs un précédent très fâcheux. Il y a eu, j'allais dire, un précédent fâcheux où on a soupçonné l'Irak de vouloir... de détention d'armes, de destruction massive. Ce qui n'a pas été prouvé jusqu'à aujourd'hui. Et dans une défense préventive que Israël se mette à bombarder et l'Iran, je ne sais pas... Enfin... Peut-être que les soupçons étaient vraiment pesants, les soupçons étaient vraiment là, ce qui a fait qu'Israël s'est dépêché d'aller... Oui, mais le paradoxe, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe où on voit un Israël qui se disait inattaquable avec son dôme de fer, rien ne pourrait arriver, mais on voit que malheureusement ça a été la catastrophe. Oui, mais avant ça, le Hamas aussi a frappé Israël. Donc, c'est dire que malgré son dôme de fer, peut-être que les renseignements n'ont pas fonctionné comme cela se doit. Et c'est ce qui devait arriver arriva, parce qu'il y a eu des pertes aussi bien du côté d'Israël que d'Iran. On nous parle de frappes chirurgicales, mais on constate qu'il y a des victimes civiles dans cette affaire. C'est normal, il n'y a jamais de guerre sans victimes. Chers amis, j'aurais aimé qu'on continue ce débat, mais le temps, c'est l'autre denrée très rare à bien gérer par ici. En 30 secondes, un dernier mot, en 30 secondes, mais vraiment en 30 secondes. C'est l'appel du président Patrice Talon, je reviens sur ça, et que non seulement les politiques au niveau de nos États comprennent, mais qu'également les populations, surtout les organisations de la société civile, saisissent ce message au bon pour faire la pression sur les administrations, les politiques, afin qu'on puisse avoir un résultat. Yves-Patrick Loco? Oui, je vais parler également de la rencontre d'Abuja. Les politiques ont compris, je l'espère bien. Mais il faut agir au niveau des frontières, les administrations douanières, la police et tout. Il faut vraiment alléger la vie aux Africains. Voilà. Et quant à la guerre Iran-Israël,
Déjà, on parle de 30% sur les primes d'assurance des sociétés. On a dit que le prix du baril du pétrole a augmenté. C'est normal. Voilà. Il fallait s'y attendre. Hein. Pour diminuer tout ça, il faut arrêter la guerre. On a intérêt à ce que la paix revienne merci dans cette région du monde. Yves-Patrick Loco, Vigile Ressou, merci d'avoir accepté de faire le débat matinal avec moi. Ce fut un plaisir. On se donne rendez-vous prochainement, selon vos disponibilités. Toute ma disponibilité est consacrée. Merci beaucoup. On va prendre congé de vous, histoire de vous retrouver après. Mesdames, Messieurs, on va retrouver Nadège Sani, voilà, c'est elle qui viendra nous faire part de vos analyses, de ce que vous avez eu comme, je dirais, voilà, analyse. Et puis, bon, voilà, tranquillement, on aura donc le temps de partager cela avec nos amis téléspectateurs. Et la question du jour, c'était de savoir, est-ce qu'il est encore possible, au jour d'aujourd'hui, d'éviter donc l'escalade, je dirais, l'hécatombe, pour ne pas dire l'embrasement du Moyen-Orient. Nadège Sani, bonjour. Bonjour à vous, Alain. Bonjour à tous. Pour nos internautes, la menace d'un embrasement généralisé du Moyen-Orient à cause d'un affrontement direct entre Israël et l'Iran est bien réelle, mais pas inévitable. Florentin Zoundi-Ekman estime que tout devient possible lorsque chaque partie exprime clairement sa volonté. J'en appelle simplement à la retenue de la part des dirigeants de chaque pays, car ce sont les populations qui paient le prix fort, perdant leur vie pour des décisions de frappe qui ne viennent pas d'elles. La paix, rien que la paix. Edouard Will Assaba a également réagi. Il note que plusieurs responsables israéliens ont récemment exprimé leur volonté de mettre fin au conflit à condition que Téhéran cesse ses représailles. Selon lui, Israël ne s'attendait pas à une réaction aussi déterminée de la part de l'Iran. Les États-Unis, qui semblent alimenter les tensions, devront adopter une posture plus responsable pour éviter une escalade dramatique. Quoi qu'il en soit, il semble évident que cette guerre touche à sa fin, Israël montrant des signes d'épuisement. Ernesto Boussou pense qu'un embrasement total du Moyen-Orient peut être évité, bien que la situation reste d'une extrême fragilité. Tout dépendra de la capacité des grandes puissances à faire preuve de retenue, de la pression exercée par les acteurs régionaux, de la nature des représailles engagées. Ghislain Diossou est convaincu que ce conflit représente une menace sérieuse pour l'équilibre mondial. Il estime qu'il est encore temps d'éviter l'embrasement à condition que les grandes puissances cessent d'attiser le feu. Il rappelle que l'Afrique aussi doit jouer un rôle dans la défense de la paix. Et on finit par Odo Inura Eze qui pense que l'embrasement peut encore être évité à condition que les puissances influentes ou certains pays du Golfe s'engagent activement en faveur de la désescalade. Cela exige du courage politique, une réelle volonté de compromis et surtout une écoute sincère des peuples qui ne demandent qu'une chose, la paix. Eh oui, merci à vous, Nadège Sani. On vous souhaite aussi la paix. Merci à vous, je vous souhaite aussi la paix. Merci d'avoir partagé donc les analyses de nos amis téléspectateurs, de nos amis internautes. Voilà. Merci à vous, on se retrouve demain. Bien sûr, toujours avec le même plaisir. Et surtout avec le même sourire. Merci à vous et bonne journée. Allez, merci.